Un millionnaire laisse tomber exprès son portefeuille rempli d'argent au milieu du trottoir, juste pour tester un enfant qui vivait dans la rue et mendiait à cet endroit. Mais quand le petit ramasse le portefeuille et fait quelque chose de complètement imprévisible, l'homme s'agenouille par terre, pleurant comme un enfant. Augustin, un millionnaire connu dans la ville, tant pour sa fortune que pour son cœur généreux, conduisait calmement sa voiture de luxe dans les rues très fréquentées. Le feu de signalisation plus loin passa au rouge et il s'arrêta. Pas une seconde plus tard, de légers tapotements rapides résonnèrent doucement sur la vitre côté conducteur. Surpris, il tourna le visage et se trouva face à l'image d'un sans-abri. Le jeune homme semblait façonné par la misère. Ses vêtements étaient déchirés, sales et le bras qu'il levait était aussi mince qu'une branche sèche. L'homme tendit la main dans un geste clair et silencieux. Il mendiait. Augustin n'hésita pas un instant. D'un simple clic sur le bouton du tableau de bord, la vitre s'ouvrit doucement. Il sortit un billet de 100 pesos de son portefeuille et le tendit au sans-abri avec naturel. Le jeune homme reçut l'argent avec un sourire qui semblait illuminer son visage, marqué par le temps et la pauvreté. Ses yeux brillèrent et, avec émotion dans la voix, il s'exclama « Merci beaucoup, monsieur, vous m'avez vraiment sauvé la journée. Maintenant je pourrai acheter du lait pour mon fils. » Le millionnaire lui rendit son sourire avec gentillesse. Il fit un léger signe de tête et, remarquant que le feu était déjà passé au vert, il accéléra tranquillement son véhicule, reprenant le rythme de la ville. Mais sur le siège à ses côtés, son épouse Pamela affichait une expression de pur dégoût. « Qu'est-ce qui ne va pas, Pamela ?» demanda-t-il, jetant un rapide coup d'œil à sa femme avant de se reconcentrer sur la route. Elle ne cacha pas son mécontentement en répondant « Tu t'interroges encore sur cette manie que tu as d'aider tout le monde, de donner de l'argent à ces gens ? Quand vas-tu comprendre que ceux qui vivent dans la rue l'ont choisi ?» Augustin respira profondément et répondit avec fermeté « Mon amour, je ne crois pas que quiconque choisisse de vivre dans la rue. » Mais Pamela n'était pas disposée à céder, tu sais ce que je veux dire, Augustin ? Ces gens sont dans la rue parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions. Ce sont les conséquences de leurs propres actes. Tu dois abandonner cette manie de distribuer de l'argent à quiconque croise ton chemin. Tu crois vraiment que ce clochard va acheter du lait ? Oh, bien sûr, il va aller directement acheter de l'alcool. Elle fit une pause, respira profondément et continua sur le même ton sévère, et autre chose, tu sais comment est la criminalité aujourd'hui. À quoi bon blinder la voiture si tu baisses la vitre au premier voyou qui apparaît ? Je pense à notre sécurité. Je me vois déjà le jour où quelqu'un sortira une arme et la mettra ici. On verra ce que tu feras alors. Augustin garda un ton calme, mais ferme, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a des délinquants partout, même en costume cravate. Ce n'est pas parce qu'une personne vit dans la rue qu'elle est un criminel. L'honnêteté n'a pas de classe sociale. Sincèrement, je crois qu'il y a plus de personnes décentes en bas qu'en haut. La voiture continua d'avancer tandis qu'ils discutaient, jusqu'à ce qu'ils se garent devant un magasin de sacs de luxe. Pamela avait commandé une nouvelle pièce pour sa collection et il était temps de la récupérer. Alors qu'elle descendait de la voiture, ses yeux parcoururent le trottoir. Elle vit alors quelque chose de curieux. Assis sur un morceau de carton, il y avait un enfant des rues. Il devait avoir environ 10 ans. Il portait des vêtements simples, sales et une paire de lunettes noires trop grandes pour son petit visage. Mais ce qui attira le plus l'attention, ce fut le moment exact où il se pencha avec agilité pour ramasser une petite pièce qui était tombée parmi les pieds pressés des passants. Il la rangea dans sa poche comme s'il avait trouvé un trésor. Pamela observa tout attentivement. Quelque chose s'alluma en elle. Quelques minutes plus tard, elle sortit du magasin avec le nouveau sac à la main et retourna à la voiture. En s'asseyant à nouveau à côté de son mari, elle l'empêcha de démarrer le moteur. « Attends, je veux faire quelque chose. » Augustin haussa les sourcils, surpris, « Tu vas acheter autre chose ?» Elle secoua légèrement la tête, « Non, de cette partie de la ville. Seule cette boutique me plaît. Mais ce n'est pas ça. Je veux te proposer un pari. » Il fronça les sourcils, clairement intrigué, « Quel genre de pari, Pamela ?» Elle croisa les bras et répondit avec un regard calculateur, « Cette histoire d'aider tout le monde, surtout des gens que tu ne connais même pas, ça m'agace. Ce n'est pas que ce soit mal d'aider, mon amour, mais c'est dangereux. Puisque tu es si sûr que tous ces sans-abri sont honnêtes, je veux te proposer un test. » Pamela.
Puis elle tendit le doigt et montra discrètement vers le bout de la rue. Tu vois ce petit gamin des rues là-bas au coin? Augustin suivit la direction du regard et hocha la tête. Oui, je le vois. Elle expliqua alors son plan sur le ton de quelqu'un qui croit déjà connaître le résultat. Prends ton portefeuille, retire tes documents, bien sûr, mais mets de l'argent. Ensuite, marche vite et laisse-le tomber près du garçon, juste pour voir ce qu'il fait. Augustin esquissa un demi-sourire, commençant à comprendre où elle voulait en venir. Tu veux tester l'honnêteté de l'enfant? C'est ça? Exactement. Dit-elle convaincue. Cela peut être un autre sans-abri si tu préfères. S'il rend le portefeuille, je lui donnerai moi-même une bonne somme et plus encore. Je ne t'embêterai plus jamais avec ça, mais s'il disparaît avec le portefeuille, alors tu arrêteras cette histoire de donner de l'argent à des inconnus. Tu pourras continuer à aider des institutions, mais cette histoire de baisser la vitre de la voiture pour distribuer de l'argent dans la rue, c'est fini. Tu verras qu'il n'existe pas de clochard honnête. Le silence flotta quelques secondes à l'intérieur de la luxueuse voiture jusqu'à ce que Augustin tende doucement la main vers sa femme et déclare avec fermeté, « Marché conclu, mais tu verras qu'il y a de l'honnêteté là où tu attends le moins, Pamela. Tu vas avoir une surprise. » Elle haussa un sourcil avec ironie et répliqua sans hésiter, « J'en doute fort. » Sans un mot de plus, le millionnaire dirigea son regard vers la silhouette de l'enfant, assis dans un coin du trottoir à quelques mètres de distance. Il prit son portefeuille en cuir, l'ouvrit avec soin et en retira tous les documents personnels et cartes de crédit. Il laissa seulement environ 5000 pesos en billets pliés, referma le portefeuille et se prépara à sortir. Pamela, les bras croisés, lâcha un commentaire venimeux. Le morveux va avoir de la chance, il va te voler tout ton argent, mais au moins comme ça, tu apprendras que ces gens sont tous des arnaqueurs. Ils sont dans la rue parce qu'ils le méritent. Le millionnaire ne répondit pas, il descendit simplement de la voiture d'un pas ferme, tenant discrètement le portefeuille à la main. Il marcha vers le garçon, qui était là, le visage incliné et la main tendue. Sans s'arrêter, sans même établir de contact visuel, l'homme d'affaires s'approcha et au moment exact où il passa à côté de l'enfant, il laissa tomber le portefeuille exprès, comme s'il l'avait lâché par accident. Depuis le siège passager, Pamela observait tout avec une attention absolue. Le téléphone portable à la main, elle commença à filmer. Le cadre montrait parfaitement l'enfant assis avec ses lunettes noires sur le visage et les jambes croisées sur le carton. Elle capta le moment où l'enfant remarqua l'objet par terre, tendit la main et prit le portefeuille avec une agilité surprenante. L'enfant secoua la tête d'un air inquiet, comme s'il était confus, et mit la main à l'intérieur du portefeuille. En sentant l'épaisseur des billets, il glissa discrètement la main dans la poche de son short usé et y rangea le contenu sans attirer l'attention. Pendant ce temps, Augustin marchait lentement. À chaque pas, l'espoir le dévorait. Il croyait. Il tourna légèrement la tête, regardant discrètement par-dessus son épaule, mais le garçon restait là, immobile. Il demeurait assis au même coin, la main tendue vers les passants, comme si rien ne s'était passé. L'homme d'affaires respira profondément, sentant un poids étrange sur sa poitrine. Il fit demi-tour et retourna à la voiture en silence. À peine entré, Pamela, avec un sourire présomptueux, commença. « Je te l'avais dit, mon amour. Il n'y a pas d'honnêteté chez ces gens. Regarde. » Elle tourna l'écran de son téléphone vers lui et lança la lecture. Les images montraient clairement le portefeuille tombé, l'enfant le ramassant, le fouillant, remarquant l'argent et le rangeant dans sa poche. Il t'a volé. Il a vu qu'il y avait un bon billet et il a caché le portefeuille pour que personne ne le cherche. Ces clochards ne valent rien, c'est pour ça qu'ils sont dans cette vie. On ne peut même pas faire confiance à un enfant. Mon amour, je t'avais prévenu. Dit-elle sur un ton empreint de supériorité. Augustin garda le regard fixé sur l'écran un instant. Puis il écarta le téléphone et soupira profondément, visiblement déçu. Oui, tu as peut-être raison, mon amour. Peut-être ne devrais-je pas autant faire confiance aux gens. Pamela lui tint la main et parla avec douceur, en moi, tu peux avoir confiance. Je veux toujours le meilleur pour toi, mon amour. Peu après, elle tira la poignée de la porte, sur le point de sortir. Augustin remarqua le geste et demanda, où vas-tu? Sans détour, elle répondit, je vais récupérer ton portefeuille. Évidemment, il y avait 5000 pesos dedans. Ce morveux ne mérite pas un sou. Je vais le récupérer tout de suite.
Mais le millionnaire lui tint fermement la main, l'empêchant de sortir. « Non, laisse-le. Nous n'allons pas faire de scandale pour cet argent. De plus, j'ai retiré mes documents et mes cartes de crédit. Il n'y a rien d'important là-dedans. Laisse-le au garçon. Allons-y. » Pamela fronça le visage, clairement agacée, mais n'insista pas. Elle s'adossa au siège et, en silence, le couple prit le chemin du retour vers le manoir où ils vivaient. Tous deux, sans imaginer que cette simple épreuve était sur le point de changer leur vie pour toujours. Mais avant cela, il était nécessaire de remonter un peu dans le temps. Quelques heures avant cette épreuve, alors que le soleil pointait à peine à l'horizon et que la ville commençait à s'éveiller, Pedro, un petit enfant des rues, gisait sur un carton froid sur un trottoir en béton. Encore endormi, il sentit soudain un jet d'eau glacée lui frapper le visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda l'enfant, essayant encore de comprendre ce qui l'avait réveillé. Un homme au visage sévère, propriétaire d'une boutique voisine, répondit avec brutalité, « Ce qui se passe, sale misérable, c'est que si je te retrouve encore en train de dormir devant ma boutique, je te jette dans le camion poubelle. Allez, dégage d'ici, sale gamin. » Pedro tâtonna le sol avec ses mains, désespéré de retrouver ses quelques affaires. Il chercha jusqu'à trouver son sac à dos usé, ses lunettes noires et le vieux manche à balai qu'il utilisait comme canne. En ramassant tout, il dit d'une voix tremblante, « Pardon, monsieur, c'est que je suis malvoyant. Je n'avais pas remarqué que j'étais devant la boutique. » L'homme s'approcha encore plus, criant, « Assez d'excuses, gamin, disparais et ne reviens plus par ici. » L'enfant, les mains tremblantes, mit ses lunettes, serra fort le manche à balai et commença à marcher rapidement, se guidant par les sons, par les pas et par la mémoire du trottoir. Au milieu du trajet, il trébucha sur une femme bien habillée qui réagit avec répulsion. « Regarde où tu marches, sale gamin immonde. » Pedro, d'une voix basse, répondit, « Pardon, je ne vois pas bien. » Mais la femme ne montra aucune compassion. « Oh, arrête tes histoires, petit menteur. » répondit-elle en s'éloignant avec dégoût. Pedro continua de marcher sur le trottoir, effleurant du bout des doigts les murs des boutiques et des maisons, comme quelqu'un qui cherche refuge entre le béton froid de la ville. Il avançait lentement, avec prudence, le manche à balai en avant comme guide et bouclier. Ses pieds lui faisaient mal et son ventre gargouillait bruyamment dans une protestation constante. L'enfant avait à peine mangé la veille et ne mangerait probablement pas beaucoup ce jour-là non plus. « J'espère avoir un peu plus de chance aujourd'hui. » murmura-t-il pour lui-même, essayant de garder espoir. Après une longue marche, il trouva un coin tranquille dans la rue, loin des portes des commerces, mais près du passage de nombreuses personnes. Là, personne ne le chasserait. Il s'installa sur le carton qu'il portait toujours avec lui et s'assit. Le béton était chaud à cause du soleil, mais c'était mieux que d'être à nouveau battu. Les premières personnes commencèrent à passer là, pressées, ignorant tout autour d'elles. Pedro tendit la main d'une voix basse, presque un murmure parmi les bruits de la ville, « S'il vous plaît, juste une pièce, s'il vous plaît. » Pour beaucoup, il était invisible, mais Pedro y était déjà habitué. Il n'avait jamais su ce qu'était un foyer. Il n'avait jamais eu de nom de famille. La rue avait toujours été sa seule adresse. Sa première respiration fut pratiquement dans une poubelle où il fut abandonné alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Une femme sans abri le trouva ce froid matin et fut choquée. « Mon Dieu, mais qui abandonne un bébé comme ça ?» dit-elle à ce moment-là, prenant le nouveau-né dans ses bras. La femme comprit vite la raison de l'abandon. Le bébé avait une couche blanche et laiteuse sur les yeux, une masse opaque qui recouvrait complètement ses iris. Nul doute, Pedro était aveugle. Malgré tout, elle l'éleva avec le peu qu'elle avait. Elle faisait l'impossible pour le nourrir, le protéger, le couvrir durant les nuits les plus froides. Mais la vie dans la rue exige son tribut et la femme partit trop tôt. Pedro resta seul. D'autres sans-abri tentèrent de l'accueillir un temps, mais un par un, ils disparurent. Faim, maladie, froid. La rue ne pardonne pas. Mais Pedro résista, peut-être par force, peut-être par miracle. À 10 ans, c'était un survivant, un enfant qui voyait le monde uniquement par des ombres, mais qui ressentait chaque rejet avec une cruelle netteté. Ce jour-là, assis sur le carton, le petit avait réussi à obtenir à peine 3 pièces de 10 centimes. Il savait que cela ne suffisait même pas pour la moitié d'un vieux pain sec. Malgré tout, il garda la main tendue, ne voyant que des ombres passer devant lui. « S'il vous plaît,
une petite pièce. J'ai très faim. Murmura-t-il une fois de plus d'une voix brisée. Personne ne s'arrêtait, personne ne le regardait. Le soleil était déjà haut et le trottoir brûlait. Pedro se sentait épuisé. Les gens continuaient leur vie, trop occupés pour remarquer cet enfant invisible. Les yeux cachés derrière ses vieilles lunettes de soleil, il commença à penser à voix basse, jusqu'à quand ce sera comme ça? Est-ce que je vais mourir de faim comme mes amis? Mon Dieu, pourquoi je ne peux pas voir? Si je pouvais voir, ne serait-ce qu'un peu, je pourrais travailler, faire quelque chose. Est-ce que je dois me résigner une bonne fois pour toutes? Une larme chaude roula sur son visage. Pedro retira ses lunettes pour essayer de la sécher, mais ce fut inutile. D'autres vinrent mouiller sa joue. Les mots sortirent avec douleur, étranglés entre les sanglots. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi doit-il en être ainsi? Je voulais tellement, tellement pouvoir voir, je voulais avoir un foyer, une famille, avoir quelque chose à manger. Il pleura en silence. La ville continua d'ignorer sa souffrance. Il pleurait non seulement pour la faim, mais pour tout. Pour tous ceux qui étaient partis, pour tous ceux qu'il avait traités comme une ordure. Pour toutes les nuits où le froid semblait plus fort que l'espoir. Mais alors il respira profondément, remit ses lunettes et murmura avec conviction, « Je dois tenir bon. Un jour je m'en sortirai. » Ce fut à cet instant exact qu'un son différent se fit entendre. Ce n'étaient pas des pas pressés, ni des klaxons, ni des voix lointaines. C'était le bruit de quelque chose tombant au sol près de lui, un objet plus lourd amorti par l'impact contre le ciment. Pedro tourna légèrement le visage dans la direction du bruit. « Qu'est-ce que c'était » dit-il à voix basse tandis qu'il tâtonnait le sol avec ses mains. Ses doigts touchèrent un objet rectangulaire en cuir. Il le tint avec soin, essayant de l'identifier. « Ceci est un portefeuille. » murmura-t-il avec étonnement. Avec prudence, il ouvrit la fermeture et sentit du bout des doigts ce qu'il y avait à l'intérieur. C'étaient des papiers pliés. Non, ce n'était pas seulement des papiers, c'était de l'argent, beaucoup d'argent. Et il est plein d'argent. Un instant, son esprit fut envahi d'images. Un plat chaud de riz aux haricots, une nouvelle couverture, une paire de chaussures, une couette contre le froid de la nuit, de nouvelles lunettes qui soulageraient l'irritation de ses yeux sensibles. Cela pouvait être son opportunité de bien vivre pendant quelques semaines, de manger à sa faim, de dormir sans trembler de froid, même d'acheter quelque chose de mieux pour marcher. Mais la pensée ne dura que quelques secondes. Pedro ferma le portefeuille et sans hésiter le rangea dans sa poche, mais pas pour le voler. Cet argent n'est pas à moi. Je dois trouver le propriétaire. Peut-être qu'il y a une carte, un document ou un numéro de téléphone dans le portefeuille. Je vais trouver le propriétaire. Je ne peux pas dépenser ce qui n'est pas à moi. Pedro resta assis au même coin du trottoir, le portefeuille toujours soigneusement rangé dans la poche de son short usé. Il réfléchissait attentivement à chaque pas qu'il devait faire. Il savait, par expérience, qu'il ne pouvait pas simplement se lever et demander à qui appartenait cet objet. Il s'était déjà fait avoir d'autres fois. Il se souvenait bien de la dernière. Un homme avait dit être le propriétaire d'un billet que Pedro avait trouvé, puis le lui avait simplement arraché brutalement, disparaissant dans la foule. Non, il ne ferait pas cette erreur à nouveau. Il vaut mieux rester ici. Tranquillement. Murmura-t-il pour lui-même, gardant la main tendue comme si rien ne s'était passé. Il continuerait à mendier, espérant que le vrai propriétaire apparaîtrait en cherchant le portefeuille perdu. Si personne ne se présentait, peut-être qu'un document à l'intérieur l'aiderait à décider quoi faire. Les heures passaient lentement. L'enfant écoutait tout attentivement, essayant de capter n'importe quel bruit différent, une voix qui chercherait quelque chose de perdu, un mot-clé, mais rien. Personne ne s'approchait, personne ne mentionnait un portefeuille. Le temps s'écoulait comme du sable entre les doigts et le soleil disparaissait peu à peu du ciel. Il était déjà tard quand Pedro décida de se lever. Il ramassa ses quelques affaires. Le sac à dos léger comme le vent, le manche à balai qui l'aidait à marcher et ses propres pensées. Il marcha à pas lents, sentant dans l'air la délicieuse odeur de nourriture provenant des restaurants voisins. Son estomac réagit immédiatement, gargouillant bruyamment. Il s'arrêta un instant, mit la main dans sa poche et sortit les petites pièces qu'il avait reçues pendant la journée. Il les compta une par une. 30, 50, 80.
Il n'atteignait même pas un peso. Puis sa main toucha l'autre poche. Le portefeuille était toujours là, lourd, avec de vrais billets à l'intérieur. Il suffirait de prendre un seul billet, un seul, et il aurait un plat chaud, du riz, des haricots, un morceau de viande, un dîner digne. Mais cette pensée disparut presque immédiatement. Non, celui qui a perdu ce portefeuille doit en avoir grandement besoin. Et moi je ne suis pas un voleur. Dit-il avec fermeté à voix basse pour lui-même. Sans y penser à deux fois, il marcha jusqu'à un petit étal simple sur le trottoir. Là, un homme âgé vendait des fruits déjà passés, des bananes tachées, des pommes abîmées, mais ayant encore un peu de valeur. Pedro s'approcha avec précaution et tendit la main avec les pièces, sans trop lever la tête. « Est-ce que ça suffit pour acheter une banane et une pomme, monsieur ?» Le vendeur le regarda de haut en bas sans montrer de sympathie. Il prit une banane noire et une pomme molle et les jeta à l'enfant sans dissimuler son mépris. « Tiens. Et maintenant, dégage d'ici ou tu vas faire fuir les autres clients. » Allez. Pedro tint les fruits avec soin et répondit à voix basse, « D'accord, je pars. » Malgré tout, il sourit. Un sourire simple, presque imperceptible, mais sincère. Bon, au moins je ne dormirai pas le ventre vide. Qui sait? Peut-être que demain j'aurai plus de chance. Murmura-t-il en s'éloignant de l'endroit. Il marcha quelques mètres jusqu'à trouver un petit coin caché entre deux murs. Là, il s'assit et mangea ses fruits. Cela suffisait à tromper la faim, même si cela ne le rassasiait pas vraiment. Puis, plus tranquille, il reprit le portefeuille. Il n'y avait pas de mouvement étrange autour de lui, pas de silhouette rapide passant, juste le silence interrompu par des coups de klaxon lointains et des voix au loin. Il doit y avoir un document ici, quelque chose qui aide à trouver le propriétaire de ce portefeuille, dit-il, l'ouvrant avec ses petites mains calleuses. Mais plus il cherchait, plus il trouvait. Seulement de l'argent, des billets et encore des billets soigneusement pliés. Pas de carte d'identité, pas de document, pas d'identification. Et, qui se promène sans aucun document? Se demanda-t-il en fronçant les sourcils. Ce fut alors que ses doigts touchèrent quelque chose de différent, un papier plus épais, rectangulaire, lisse sur les bords, une carte. Pedro passa les doigts avec soin dessus, essayant d'identifier ce que cela pouvait être. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce morceau de papier pouvait être son unique indice. Il savait qu'il ne pourrait pas lire ce qui était écrit. Il pensa, réfléchit et prit alors une décision. Il retourna en direction de l'étal de fruits. Il attendit un moment, écoutant le son des voix et des pas. Quand il sentit que le mouvement avait diminué, il s'approcha avec prudence. L'homme leva les yeux et grommela déjà. « Encore toi, sale gamin. » Pedro, le cœur battant, expliqua sincèrement, « Pardonnez-moi. Je sais que vous m'avez demandé de m'éloigner, mais j'ai besoin d'une faveur et vous êtes le seul que je connaisse par ici. » Il tendit la main avec la carte entre les doigts, « Pouvez-vous voir s'il y a quelque chose d'écrit ici? Une adresse, un nom, un numéro de téléphone. » L'homme prit la carte sans grande patience et la lut en fronçant les sourcils. « Eh bien, c'est une carte de visite d'une entreprise élégante. Cabinet d'avocat Agustin Machado. Il y a une adresse. » Oui. Rue des Fleurs, numéro 72, centre. Il fit une pause et regarda l'enfant avec curiosité. « J'ai entendu parler de ce cabinet. C'est l'un des plus réputés du pays. Où as-tu trouvé cette carte? » Pedro ne voulut pas compliquer la situation, il secoua simplement la tête et dit, « Ah, elle était par terre. » « Merci beaucoup, monsieur. » Il remercia avec une légère inclinaison et s'en alla plus vite cette fois. En marchant, les mots de l'homme résonnaient dans son esprit comme un rappel qu'il devait mémoriser, « Cabinet d'avocat Agustin Machado, rue des Fleurs, numéro 72. Est-ce que si je vais à cette adresse, je trouverai le propriétaire du portefeuille? » se demanda-t-il en silence. Et ainsi Pedro décida. Le lendemain, il essaierait. Après tout, c'était près du centre. Ce serait comme une mission et il n'avait pas beaucoup de missions dans la vie au-delà de survivre. Ça va être difficile, mais je peux le faire. Peut-être qu'en le rendant, le propriétaire me donnera un plat de nourriture. Rien que pour ça, ça en vaudrait la peine. Cette nuit froide, Pedro s'allongea une fois de plus sur le carton fin qu'il utilisait comme lit dans le même coin silencieux de la rue. Il se recroquevilla, s'enlaçant lui-même, le vent lui cinglant la peau et l'obscurité pour seule compagnie.
Il serrait le portefeuille comme on garde un trésor, non pas pour la valeur qu'il avait, mais pour le poids de la responsabilité qu'il représentait. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un manoir luxueux, le dîner était servi avec des couverts en argent et des assiettes en porcelaine. Dans la vaste salle à manger, illuminée par un lustre brillant, Augustin était abattu. Doña Marta, la mère de Pamela, remarqua immédiatement l'ambiance et demanda d'un ton préoccupé, « Qu'est-ce qui ne va pas, Augustin? Tu as l'air découragé aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose à l'entreprise. » Mais avant que le millionnaire ne puisse répondre, Pamela s'empressa avec dédain, « Non, maman, ce n'était rien à l'entreprise. Ce qui s'est passé, c'est que Augustin et moi avons fait un pari et il a perdu. » Doña Marta haussa les sourcils, curieuse. Un pari. Quel genre de pari? Pamela raconta alors toute l'histoire, détaillant le plan et comment l'enfant des rues n'avait pas rendu le portefeuille. À la fin du récit, la dame, qui nourrissait un fort préjugé enraciné, commenta avec conviction, « Ah, alors tu es comme ça à cause de ça, Augustin, il était temps que tu te rendes compte que ces pauvres et ces mendiants ne valent rien. » Augustin secoua la tête comme si cela lui faisait mal d'entendre cela, « Je crois toujours que c'était un cas isolé. Et puis, qui sait ce que cet enfant traversait pour ne pas rendre le portefeuille? On ne sait jamais. » Mais Pamela coupa court au doute immédiatement, « Ne t'avise même pas de vouloir faire marche arrière, mon amour. Je t'ai montré que ces gens ne sont pas fiables. » Il soupira simplement et se remit à manger en silence. Après le dîner, il se retira dans sa chambre, s'isolant avec ses propres pensées. Avant de le suivre, Pamela resta seule avec sa mère, qui renforça son opinion, « Tu as tout à fait raison, ma fille. Tout comme toi, tu as changé, tu n'es plus naïve. Ton mari doit aussi changer. Maintenant, nous faisons partie de l'élite et nous ne pouvons pas nous mélanger avec n'importe qui. » Peu après, Pamela entra dans la chambre. Augustin l'observa et pendant quelques secondes hésita, mais parla alors d'une voix ferme et directe. « Quand es-tu devenue si froide, Pamela ?» Elle croisa les bras et répondit avec hauteur, « Je ne suis pas froide, je suis juste pratique et je fais ce qui est juste. Je ne suis plus gentille avec tout le monde et je n'aiderai pas non plus ceux qui ne le méritent pas. Mais finissons avec ce sujet. » « Allons-y, » répondit Augustin sèchement. Tous deux se couchèrent. Pamela s'endormit aussitôt. Augustin, en revanche, resta les yeux ouverts, fixant le plafond. L'image de l'enfant ne quittait pas son esprit. Il y avait quelque chose chez ce garçon, quelque chose qui le touchait profondément et il ne comprenait pas encore pourquoi. Des heures passèrent. Tandis que les habitants du manoir dormaient encore dans le confort de la richesse, à un autre point de la ville, Pedro se réveillait au premier son du matin, klaxon, moteur de bus, pas pressé. Il s'étira avec difficulté, ramassa ses quelques affaires et se leva, se guidant avec son vieux manche à balai. « Bon, aujourd'hui je vais au centre pour voir si je trouve le propriétaire de ce portefeuille. Il y a tellement d'argent dedans, cette personne doit en avoir besoin. » dit-il à lui-même, décidé. Il marcha lentement, s'arrêtant pour demander des directions à des inconnus. La plupart du temps, il l'ignorait, mais parfois quelqu'un lui donnait une indication rapide et sèche. « Continue par là, sale gamin, » disaient certains. Malgré tout, il continua fermement. Après avoir marché longtemps, à pas lents, esquivant les obstacles, se guidant uniquement par les ombres et les sons, il arriva finalement au centre-ville. Là, il demanda la rue des Fleurs, numéro 72. Il insista, marcha un peu plus, trébucha sur les trottoirs irréguliers, glissa sur le bord du trottoir, mais après de longues minutes d'effort, quelqu'un lui montra un grand immeuble à la façade de verre et une grande plaque à l'entrée. C'était l'endroit. « C'est ici. Le propriétaire du portefeuille doit travailler ici, » murmura Pedro, haletant. Et il respira profondément et fit un pas courageux vers l'intérieur du bâtiment. À peine eut-il franchi la porte, ses pieds sales sur le sol poli, ses haillons contrastant avec l'environnement élégant. Un agent de sécurité remarqua sa présence et ouvrit les yeux, choqué. « Qu'est-ce que ce sale gamin crasseux fait ici? Il va faire fuir tous les clients. » vociféra-t-il, déjà en avançant. Pedro eut à peine le temps de réagir. Il sentit des bras forts le saisir brusquement. « Dehors, maintenant !» cria le garde. « Attendez, je suis juste venu rendre quelque chose », tenta d'expliquer l'enfant effrayé. L'homme grommela avec mépris,
qu'est-ce qu'un sale mendiant comme toi aurait à rendre? Dégage d'ici et va-t'en où je devrais user de la force brute. Pedro tenta de résister, tenta de s'expliquer, mais le garde commença à le traîner dehors. Au milieu de la bousculade, ses lunettes glissèrent et tombèrent par terre. Attendez, mes lunettes. J'ai besoin de mes lunettes. Le garde regarda l'objet par terre et sans hésiter, il les écrasa avec force, brisant les verres en 1000 morceaux. Ce fut exactement à ce moment que Agustin et Pamela arrivèrent à la réception du bâtiment. En voyant la scène, Pamela s'avança, agacée par le vacarme. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le garde, essayant de garder son calme, répondit, « Cet enfant des rues voulait entrer dans le bureau. Sûrement pour voler quelque chose, mais je suis déjà en train de le chasser, Madame Pamela. » Pamela n'hésita pas une seconde, « Et qu'est-ce que tu attends? Fiche ce morveux dehors, tout de suite. » Mais avant que l'homme ne puisse agir à nouveau, Pedro, les yeux remplis de larmes, cria désespéré, « Non, attendez. Je n'allais rien voler. Je venais juste rendre quelque chose que j'ai trouvé. J'ai besoin de mes lunettes. Je ne peux pas partir sans elles. » La voix de Pedro résonna dans tout l'imposant hall de l'immeuble. Ce fut comme un cri qui perça le silence inconfortable de cet environnement élégant. Agustin, qui jusqu'alors observait la scène paralysée, réagit comme s'il avait reçu une décharge. « Lâchez l'enfant !» ordonna-t-il avec fermeté. Sa voix grave résonna dans l'endroit. Pamela tenta d'intervenir, surprise par le ton de son mari, « Mais mon amour !» Il se tourna vers elle avec un regard sérieux et répondit sans laisser de place à la discussion, « Pas de mais, Pamela. Pour l'amour de Dieu, que pourrait faire un enfant comme celui-ci contre quelqu'un? Nous sommes dans un cabinet d'avocats, l'un des plus réputés du pays. Nous devrions savoir qu'on ne traite pas une personne ainsi, peu importe qui elle est. Allez, lâchez l'enfant, garde. » Le garde hésita une seconde, mais finit par lâcher Pedro à contre-cœur. L'enfant, encore effrayé, s'agenouilla par terre et commença à tâtonner désespérément le sol poli à la recherche de quelque chose. Ses doigts trouvèrent bientôt les restes de ses lunettes brisées. Il tint les morceaux avec des mains tremblantes et les yeux remplis de larmes. La douleur ne venait pas seulement de l'humiliation ou de la peur, mais de la perte d'un objet vital pour sa survie. « Mes lunettes sont complètement cassées. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» murmura-t-il entre les sanglots, serrant les fragments comme s'il tentait de les assembler avec ses mains. Le garde, les bras croisés, détourna le regard et grommela froidement, « Personne ne t'a dit de les jeter. » Ce n'était pas ma faute. Agustin ne put supporter cela. Il s'agenouilla à côté de l'enfant et parla avec une empathie sincère. « Je vais t'acheter de nouvelles lunettes. » Mais avant que Pedro ne puisse même réagir, Pamela l'interrompit, « Agustin, qu'avions-nous convenu ?» Il n'hésita pas une seconde, « Peu importe ce que nous avons convenu, ces lunettes se sont cassées à l'intérieur de notre entreprise et nous allons en assumer la responsabilité. » À cet instant, Pedro leva le visage pour la première fois, se tournant dans la direction de la voix des Agustin. Le millionnaire, en le voyant de près, resta immobile. Un frisson lui parcourut le corps. Il le reconnut. C'était lui, le même enfant de la veille, et maintenant, face à face, il put le voir clairement. Les yeux blanchâtres, sans éclat, couverts par le voile blanc de la cécité. Pamela le reconnut aussi. Son expression passa de l'étonnement à l'incrédulité. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle presque sans voix. Ce fut alors que Pedro mit la main dans sa poche et en sortit un portefeuille. Il le tendit à Agustin avec humilité et la voix brisée par l'émotion, « Je ne voulais rien voler ici, monsieur, je le jure. Je voulais juste rendre ce portefeuille. Quelqu'un l'a laissé tomber près de moi hier, mais comme je ne peux presque pas voir, juste des ombres, je n'ai pas vu qui c'était. Je l'ai gardé en espérant que quelqu'un viendrait le chercher. Comme personne n'est venu, j'ai essayé de trouver un document. J'ai trouvé une carte avec le nom et l'adresse de cette entreprise. J'ai demandé à un monsieur de la lire pour moi et je suis venu ici pour la rendre. Ce portefeuille appartient à quelqu'un d'ici et il est plein d'argent. J'ai imaginé que la personne pourrait en avoir besoin. Je le jure. Je jure que je ne suis pas un voleur et je ne voulais causer aucun problème. Je voulais juste la rendre. Vraiment. » Agustin resta paralysé quelques secondes, regardant le portefeuille comme si c'était quelque chose de sacré. Il le prit d'une main tremblante et, en l'ouvrant, vit que l'argent était toujours là.
Chaque billet exactement comme il l'avait laissé. Pamela s'approcha également et regarda à l'intérieur du portefeuille. Ses yeux s'ouvrirent de surprise. Ce n'est pas possible. Je n'y crois pas, murmura-t-elle. Augustin regarda l'enfant dans les yeux et, d'une voix brisée par l'émotion, dit « Ce portefeuille est à moi. Merci beaucoup de l'avoir trouvé et gardé pour moi. » Puis il sortit tous les billets de l'intérieur du portefeuille et les tendit à l'enfant avec un sourire de gratitude en récompense de ton honnêteté. Pedro, cependant, recula d'un pas et secoua la tête, ce n'est pas nécessaire, vraiment. Je voulais juste un plat de nourriture si vous pouviez me donner et j'aimerais beaucoup pouvoir réparer mes lunettes. Je ne peux pas recevoir le soleil direct dans les yeux, des lunettes bon marché. Si vous pouviez m'aider avec ça, je vous serais éternellement reconnaissant. Un instant, le silence s'empara de l'endroit et ce fut alors que, de manière inattendue, Pamela fit un pas en avant. Son expression, auparavant dure, sembla s'adoucir. Elle regarda l'enfant avec un regard nouveau, peut-être pour la première fois le voyant vraiment. « Laisse-moi faire, mon amour. Je vais lui acheter moi-même de bonnes lunettes et quelque chose à manger. » Augustin regarda sa femme avec surprise, mais au lieu de répondre par des mots, il sourit simplement. Non pas un sourire de celui qui a gagné un pari, mais celui de quelqu'un qui a assisté à quelque chose de plus grand, le cœur de sa femme commençant à se transformer. Pamela soupira et se tourna vers Pedro. « Mais avant d'acheter quoi que ce soit ou de sortir manger, tu as besoin d'un bain, jeune homme. » Puis elle s'adressa au garde, qui était encore près de la porte, et d'un ton ferme ordonna, « Allez acheter des vêtements pour l'enfant. Il y a un magasin juste à côté. » « Oui, madame, » répondit l'homme, sortant rapidement. Peu après, Pedro était complètement transformé. Il s'était baigné avec l'aide de Pamela et finissait maintenant de s'habiller avec des vêtements neufs et propres. Ses cheveux étaient coiffés, son visage propre et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait différent, non pas par ce qu'il pouvait voir, mais par le sentiment de dignité. « Voilà, bien mieux comme ça, » dit Pamela en ajustant le col de la chemise de l'enfant. Pedro sourit timidement. « Je ne sais même pas comment vous remercier. » Augustin, qui était proche, répondit avec sérénité, « Tu n'as pas à remercier. » Le court dialogue fut interrompu par un bruit fort et inattendu. Un rugissement. C'était l'estomac de Pedro. Il mit ses mains sur son ventre et se sentit honteux. « Pardon, c'est que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un vrai plat. » Augustin s'approcha et lui posa tendrement la main sur l'épaule, « Eh bien, aujourd'hui tu vas pouvoir manger tout ce que tu veux. » « C'est sérieux ? » demanda Pedro avec un sourire si spontané que même lui-même fut surpris. C'était un sourire léger, plein d'espoir. Et il ne se souvenait même plus de la dernière fois qu'une telle chose était apparue sur son visage. Pamela, lui touchant doucement l'épaule, confirma d'un geste délicat, presque maternel, « Oui, c'est sérieux. Tu peux manger ce que tu veux. » À cet instant, Augustin observait sa femme avec un mélange de surprise et de tendresse. Cette attitude, si éloignée de la froideur qu'elle affichait ces dernières années, le toucha profondément. Il s'approcha d'elle et, d'un léger geste pour que Pedro attende là un instant, l'emmena vers un coin plus réservé du bureau. « C'est si bon de te voir ainsi, affectueuse, généreuse avec les autres. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette Pamela. » dit-il, les yeux humides. Pamela respira profondément, visiblement émue. « Oui, j'ai été très dur et je me suis trompé. Tu avais raison. Il y a de bonnes personnes partout, mon amour. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si cet enfant avait éveillé quelque chose en moi. Quand je l'ai regardé dans les yeux, quand j'ai vu son honnêteté. » Elle s'étrangla avec ses propres mots et Augustin compléta avec délicatesse, « Il a l'âge qu'aurait notre fils. » L'avocate ferma les yeux un instant, sentant le poids du souvenir. Elle déglutit, incapable de répondre immédiatement. Et comme si le temps reculait, elle fut transportée mentalement 10 ans en arrière. À cette époque, Pamela et Augustin étaient de jeunes rêveurs. Ils venaient d'obtenir leur diplôme de droit et avaient inauguré leur premier cabinet. Petit, modeste, mais plein d'ambition et d'amour. Ils étaient inséparables, compagnons en tout, dans la vie, dans les projets et dans les rêves. Le bonheur semblait complet quand Pamela tomba enceinte. Le bébé était très désiré par les deux et semblait le symbole d'une nouvelle étape. Mais le rêve se transforma en tragédie lors de l'accouchement, des complications graves, le chaos, le désespoir.
Et ce fut Doña Marta, sa mère, qui lui annonça la nouvelle. « Où est mon fils, maman ? Je veux voir mon fils. » Suppliait Pamela depuis le lit, angoissée, les larmes aux yeux. « Malheureusement, le bébé n'a pas survécu, mon amour, » dit Doña Marta avec froideur. Dès lors, quelque chose changea en Pamela. Elle se referma. Ce qui était douceur devint rigidité. La générosité céda la place au contrôle. Agustin, en revanche, bien que dévasté, tenta de rester intègre, généreux, il souffrait, mais continuait d'essayer de voir la beauté dans le monde. Maintenant, de retour au présent, Pamela murmura, « Je ne sais pas, mais quelque chose en moi me dit que nous devons aider cet enfant, Agustin. » L'avocat lui tint la main et répondit avec fermeté, « Alors nous l'aiderons, mon amour. » Et ils le firent. Ils emmenèrent Pedro chez un opticien et lui achetèrent de nouvelles lunettes, jolies, avec une protection spéciale. Elles n'étaient pas seulement fonctionnelles, elles étaient de qualité, bien supérieure à celles qu'il avait perdues. Elles valaient plus que les 5000 pesos qu'il avait rendus la veille. « Merci beaucoup, vraiment. »« Merci beaucoup, » dit Pedro, radieux, en essayant le nouvel accessoire sur son visage. Sa joie était évidente. Après cela, le couple l'emmena dans un restaurant. L'enfant, qui n'avait jamais même mis les pieds dans un tel endroit, s'assit timidement, les épaules rentrées, mais se détendit vite. Il savoura chaque plat comme s'il s'agissait d'un banquet royal. Pendant qu'il mangeait, il leur raconta son histoire. Il raconta qu'il avait été trouvé bébé dans une poubelle, qu'il avait été élevé par des sans-abri, mais qu'il n'avait jamais vraiment eu de famille. Un par un, ceux qui l'avaient aidé avaient disparu. Faim, froid, maladie, abandon. « Je ne sais même pas comment je suis encore en vie, » dit-il avec simplicité et un sourire douloureux. Agustin et Pamela se regardèrent. Le nœud dans leur gorge était le même. Un silence respectueux s'installa entre eux tandis qu'ils observaient cet enfant résister avec si peu. Après le déjeuner, en sortant du restaurant, Pedro joignit les mains devant son corps et remercia sincèrement. « Merci pour les vêtements et pour tout, vraiment, merci beaucoup. » Il commença à s'éloigner, mais à ce moment-là, quelque chose se produisit. Agustin et Pamela se regardèrent comme s'ils lisaient les pensées l'un de l'autre et, sans avoir besoin de parler, ils savaient ce qu'ils devaient faire. Agustin fit 2 pas en avant et l'appela. « Attends, tu ne peux pas partir comme ça, retourner dans la rue. Tu es un enfant, tu dois être en sécurité. » Pedro se retourna, hésitant, « Je vais bien. Je suis habitué. J'ai le ventre plein, de nouvelles lunettes. De nouveaux vêtements, je vais bien. » Alors Pamela fit un pas en avant, « Pedro, tu as besoin de soins, surtout pour ta vue. Pourquoi ne resterais-tu pas chez nous quelques jours? Nous pourrions chercher un médecin, voir s'il y a un traitement. Tu ne peux pas retourner dans la rue comme ça. » Pedro sentit son cœur s'accélérer. L'idée de dormir dans un vrai lit, d'avoir une couverture, de la nourriture chaude, était tout ce qu'il avait toujours désiré, mais l'insécurité fut plus forte. Il baissa la tête, ne sachant comment réagir. « Vous avez déjà fait tant pour moi. Je ne veux pas vous déranger, vraiment. » Agustin s'agenouilla, lui posant la main sur l'épaule avec fermeté et tendresse, « Pedro, notre maison est grande, tu ne nous déranges pas. En fait, ça nous ferait du bien d'avoir quelqu'un de plus ici. » L'enfant garda le silence un instant. Le doute flottait encore dans l'air, mais l'espoir commençait à s'emparer de lui. Pour la première fois, il sentait que peut-être, juste peut-être, son destin était en train de changer. Le couple millionnaire insista avec des mots aimables et des regards accueillants. Et aussi étrange que cela puisse paraître, le petit Pedro finit par accepter l'invitation. Au fond, il sentait que pour la première fois quelqu'un le voyait différemment, non pas comme un dérangement, non pas comme un problème, mais comme quelqu'un qui méritait d'être soigné. Et ironiquement, il ressentait cela même sans pouvoir voir. Cet après-midi-là, la voiture du couple s'arrêta devant l'imposant manoir. En franchissant l'entrée principale, Pedro garda le silence. Les sons étaient différents, les odeurs étaient douces et le sol sous ses pieds n'était ni rugueux ni fissuré. C'était comme s'il était entré dans un autre monde. Doña Marta, la mère de Pamela, était dans le salon et, en voyant la porte s'ouvrir, elle resta bouche bée devant la scène. « Mais qui? Qui est cet enfant ?» demanda-t-elle, sous le choc.
Pamela s'avança et répondit calmement, « C'est l'enfant du portefeuille, maman. Il a tout rendu. Il a été honnête. Nous nous sommes rendus compte qu'il avait besoin d'aide et nous avons pensé que le mieux était de le laisser rester quelques jours avec nous. Il va aussi voir un ophtalmologiste pour son problème de vue. » Doña Marta ne dit rien immédiatement, elle hocha simplement la tête froidement, gardant son regard fixé sur l'enfant. Mais plus tard, seule avec sa fille, sa véritable opinion fut révélée. « Qu'est-ce que c'est que cette folie d'amener des mendiants à la maison, Pamela ?» demanda-t-elle avec indignation, « Ce n'est pas juste un mendiant, maman. C'est un enfant qui a besoin d'aide. J'espère que ton cœur ne va pas s'attendrir à nouveau. Tu sais très bien que pour rester au sommet, il faut être dur. J'ai toujours été clair là-dessus. » Mais il y avait quelque chose de différent dans la voix de Marta. Elle observait Pedro avec intensité et quand il retira ses lunettes noires un instant, la femme resta figée. Les iris de l'enfant étaient blanches, une coloration qu'elle avait déjà vue auparavant, exactement 10 ans plus tôt. À ce moment-là, Doña Marta fut transportée dans le passé. Elle était à l'hôpital. Pamela venait d'accoucher. Il y avait encore de l'espoir, des pleurs, de la vie. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Le médecin, après avoir examiné le bébé, l'emmena dans un coin loin de la mère. « Mon fils, il va bien ? Mon fils, je veux voir mon fils. » suppliait Pamela depuis le lit, angoissée, les larmes aux yeux. « Malheureusement, le bébé n'a pas survécu, mon amour, » dit Doña Marta avec froideur. Dès lors, quelque chose changea en Pamela. Elle se referma. Ce qui était douceur devint rigidité. La générosité céda la place au contrôle. Agustin, en revanche, bien que dévasté, tenta de rester intègre, généreux, il souffrait, mais continuait d'essayer de voir la beauté dans le monde. Mais avant de continuer et de connaître l'issue de cette histoire émouvante, laisse déjà ton like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Crois-tu que le gouvernement devrait s'occuper autrement des personnes sans abri? Offrir plus d'assistance. Dis-moi aussi de quelle ville tu regardes cette vidéo, je marquerai ton commentaire d'un joli cœur. Maintenant, revenons à notre histoire. Après avoir abandonné le bébé dans la poubelle, Doña Marta façonna sa fille avec des mots durs, endurcissant son cœur. Elle transforma la douleur de Pamela en froideur. Et maintenant, 10 ans plus tard, elle regardait cet enfant assis sur le canapé de sa maison et reconnaissait les yeux, les iris blanches, le visage, la façon d'être. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle pour elle-même. Tandis que Marta avait l'esprit rempli de doutes, Pamela souriait innocemment, sans imaginer qu'elle se trouvait peut-être face à son propre fils, le fils arraché de ses bras par sa mère et qu'elle croyait mort. Peu à peu, l'avocate remarqua le changement soudain de sa mère. « Qu'est-ce qui n'est pas possible, maman ? Qu'est-ce qui se passe ?» Marta força un sourire en reculant émotionnellement, « Rien, tout va bien, tout est en ordre. J'ai juste oublié de prendre mes vitamines aujourd'hui, mais je vais bien. » Elle fit un geste affectueux vers Pedro, mais à l'intérieur, la panique dominait chaque centimètre de son corps. Elle attendit la nuit. Quand tout le monde dormait et que l'enfant se reposait enfin dans un lit chaud et confortable, elle s'approcha silencieusement. D'une main ferme, elle lui arracha une mèche de cheveux. Le lendemain matin, avec le matériel génétique en main, elle se rendit dans un laboratoire privé. « J'ai besoin que vous fassiez un test ADN entre ce matériel et celui de Pamela et Agustin. J'ai besoin de ce résultat pour hier. » Pendant ce temps, la maison était enveloppée d'une énergie différente. Pamela semblait de plus en plus liée à Pedro. Sa voix était plus douce. Elle riait aux phrases simples de l'enfant. Agustin, de son côté, était serein, souriant. C'était comme si la présence du petit avait rempli un vide ancien. Pedro aussi était différent. Son visage reflétait maintenant l'espoir, bien qu'au fond de lui, la peur exista toujours. Aussi heureux qu'il se sentit, il se demandait ce que ce serait de retourner dans la rue. Pourrais-je survivre à nouveau dans ce monde? Pensa-t-il. Agustin l'appela. Aujourd'hui, nous allons chez l'ophtalmologiste. Pamela s'approcha, enthousiaste, nous avons pris rendez-vous avec l'un des meilleurs médecins. Nous allons voir ce qu'il dit de ta condition, Pedro. Pedro sourit sans savoir comment remercier. Dans le cabinet de l'ophtalmologiste, le petit Pedro s'assit entre Agustin et Pamela,
les doigts agités sur ses genoux. L'environnement était nouveau, avec des odeurs propres. Des sons doux et des voix calmes. Quand le médecin entra et s'assit devant eux, le silence s'empara de la pièce. D'un regard technique mais aimable, le spécialiste commença à expliquer, Pedro souffre d'une condition appelée cataracte congénitale. L'enfant tourna le visage vers la voix. Attentif. Le médecin continua. C'est une opacité qui se forme dans le cristallin de l'œil dès la naissance. Cette couche blanchâtre empêche la lumière d'entrer correctement, rendant la vision trouble ou, dans des cas plus graves comme le sien, presque nulle. Comme il a passé de nombreuses années sans traitement, la situation s'est considérablement aggravée. Agustin prit la main de l'enfant et le médecin conclut, mais il existe un traitement. Il y a une chirurgie pour enlever cette couche blanche. Je ne peux pas garantir qu'il verra à 100% comme une personne sans problème visuel. Mais je peux dire avec certitude qu'il pourra voir. Nous ne savons pas encore quand, mais il y a de l'espoir. Ce fut comme si le monde s'arrêtait. Pedro porta les mains à sa bouche et, sans pouvoir se contenir, laissa les larmes couler librement sur son visage. Les pleurs étaient silencieux, chargés d'une émotion qui ne tenait pas en mots. Après tant d'années à croire qu'il vivrait toujours dans l'obscurité, une opportunité se présentait. Mais alors le médecin dit ce que le petit ne voulait pas entendre, le prix, la chirurgie, les examens, les médicaments. Tout le processus était coûteux, très coûteux. Pedro, le visage encore mouillé, baissa la tête. Le cœur qui battait auparavant à tout rompre d'espoir, portait maintenant le poids de la réalité. Moi je ne pourrai jamais payer ça, murmura-t-il, honteux. Mais avant qu'il ne termine sa phrase, Agustin lui posa la main sur l'épaule et dit, « Nous allons tout payer, Pedro. » Pamela hocha la tête, émue, « C'est le moins que nous puissions faire. » Pedro regarda dans leur direction, confus, « Mais pourquoi ? Pourquoi feriez-vous ça pour moi ?» Agustin sourit, « Parce que tu le mérites. Tu es un bon enfant, honnête. Tu mérites bien plus que ce que tu as eu toutes ces années dans la rue. » Peu après, Pamela, seule avec Agustin, lui toucha le bras et confessa à voix basse mais ferme, « Et moi, j'ai cru que je ne ressentirais plus jamais ça, mais aujourd'hui je sens que je peux m'occuper d'un enfant à nouveau, que je peux être mère. » Pendant ce temps, dans un autre coin de la ville, Doña Marta tremblait devant une enveloppe. À l'intérieur, la confirmation de ce qu'elle craignait le plus. Le test ADN. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, les mains tremblantes. Pedro était bel et bien le fils de Pamela et Agustin. Elle commença à marcher de long en large, inquiète, le visage pâle et la respiration accélérée. « Je ne peux pas permettre que ce gamin gâche tout. Pamela et Agustin ont déjà manqué le travail aujourd'hui pour l'emmener chez le médecin. Ce maudit aveugle va ruiner le patrimoine familial. Et s'il reste, tôt ou tard ils vont découvrir ce que j'ai fait. Je suis perdu. » Et alors, comme si le mal prenait le contrôle de chaque pensée, elle eut une idée perverse, « Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a 10 ans. Je ne vais pas prendre de risques. Je vais en finir avec ce misérable. » D'une voix froide, elle ordonna de préparer un grand dîner pour cette nuit et, parmi les plats, elle inclut un dessert spécial, des verrines individuelles de mousse, douces et tentantes. Elle en sépara une en particulier avec une poudre mélangée, le poison. Elle la plaça stratégiquement dans le coin droit du réfrigérateur avec une intention claire. Celle-ci serait pour Pedro. Mais le destin n'était plus du côté de la méchanceté. Lorsque Pedro, Agustin et Pamela rentrèrent de la consultation, ils étaient radieux, parlaient à voix haute, souriaient animés par la nouvelle que Pedro avait de grandes chances de recouvrer la vue. Ils franchirent la porte en riant, commentant les détails de ce que le médecin leur avait expliqué. Après quelques minutes, Pedro, comme toujours, alla aux toilettes, guidé par sa mémoire et par les ombres qu'il parvenait à distinguer. « Maman, nous devons te dire quelque chose. » Commença Pamela. « Nous envisageons d'adopter Pedro, » compléta Agustin. Doña Marta força un sourire. « Vraiment, quelle merveilleuse idée. Cette maison a besoin d'un enfant pour égayer le quotidien. » Mais à l'intérieur, elle brûlait. « Et nous allons célébrer ça, » dit-elle en feignant l'enthousiasme. « J'ai préparé un merveilleux dîner. » Pendant ce temps, quelque chose se produisait sans qu'elle le remarque. Pedro, en sortant de la salle de bain, eut soif, alla à la cuisine et ouvrit le réfrigérateur cherchant de l'eau froide. Ce fut alors qu'il sentit l'arôme sucré du dessert.
Curieux, il tendit la main et trouva les verrines soigneusement alignées. Il en toucha une, l'envie lui prit, mais sa conscience parla plus fort. Je ne peux pas. Cette maison n'est pas la mienne. Avec soin, il remit la verrine dans le réfrigérateur. Sans le savoir, il changea l'ordre des pots. Celui du coin n'était plus le même. Plus tard, pendant le dîner, tous rirent, mangèrent, conversèrent. La nuit était légère, pleine d'espoir. Pamela et Agustin étaient sur le point de parler à Pedro de l'adoption. Mais avant qu'ils ne puissent dire un mot, Doña Marta se leva avec un large sourire et interrompit le moment. « Attendez, avant toute chose, vous devez goûter le dessert. Je l'ai préparé avec beaucoup d'amour. » Elle marcha jusqu'au réfrigérateur d'un pas décidé, ouvrit la porte et dit, « Celui-ci, celui du coin droit. Celui-ci est pour ce sale mendiant. » Elle prit le verre et, le cœur battant de méchanceté, pensa, « Ce n'est pas mon petit-fils, c'est juste un sale aveugle et il va avoir ce qu'il mérite. » Mais ce que Doña Marta ne savait pas, c'est que le destin avait déjà altéré les plans et le verre qu'elle tenait n'était plus le même. Pedro tint sa verrine de dessert des deux mains et, bien qu'il ne vit pas bien, il sentit l'arôme doux et tentant. Il porta la cuillère à sa bouche et commença à manger avec plaisir, avec délectation, comme quelqu'un qui n'avait jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux. « C'est merveilleux, dit-il avec un sourire enchanté, presque enfantin. Doña Marta, avec une lueur perverse dans les yeux, répondit avec une fausse douceur, « C'est bien, mon amour. C'est moi qui l'ai fait en pensant à toi. » Et avec ce ton sarcastique, elle prit son propre dessert et commença à manger elle aussi, surveillant chaque mouvement de l'enfant avec une attention malsaine. Mais alors l'inattendu se produisit. Tandis que Pedro terminait son dessert en souriant, sans montrer aucun signe de malaise, ce fut Doña Marta qui porta la main à sa poitrine, s'étouffant légèrement. « Mais, qu'est-ce qui se passe » murmura-t-elle en titubant. Sa respiration devint courte et irrégulière. Ses mains tremblaient, sa peau devint pâle et moite. Sa bouche commença à saliver excessivement tandis que ses yeux roulaient lentement. Son visage rougit, puis devint grisâtre. Son corps tremblait comme s'il recevait une décharge. « Maman, maman, qu'est-ce qui se passe » cria Pamela en panique, courant pour la soutenir. Agustin courut aussi vers sa belle-mère, essayant de comprendre. « Je vais appeler une ambulance. » Mais il était déjà trop tard. Doña Marta tomba au sol, écumant de la bouche, les doigts crispés et les veines du cou saillantes. Dans ses dernières secondes de vie, entre une respiration agonisante et l'autre, elle dit avec haine, « Aveugle, maudit. » Le silence tomba comme une pierre sur tous. Peu après, le corps de la femme fut transporté à la morgue. La mort subite exigeait des réponses et elles ne tardèrent pas à arriver. Les examens révélèrent des traces de cyanure de potassium dans son organisme. La confirmation laissa Pamela sous le choc. « Cyanure, ils ont empoisonné ma mère. » « Mais qui ferait une chose pareille » murmura-t-elle, déconcertée. Ce fut le lendemain, en préparant les vêtements de sa mère pour la veillée funèbre, que le destin révéla tout. Dans la chambre de Marta, en ouvrant le tiroir de l'armoire, Pamela tomba sur une petite fiole. À l'intérieur, une poudre blanche. À première vue, elle ressemblait à du sucre ou du sel, mais son intuition hurla. C'était du cyanure, à côté, une enveloppe. Les mains tremblantes, Pamela l'ouvrit. C'était le résultat d'un test ADN. Le document montrait deux noms familiers, Pamela et Agustin Machado, et le nom d'un mineur non identifié. Résultat compatible. Le corps de Pamela se figea, mais le pire était à côté. Un vieux carnet à couverture rigide, un journal intime. Page par page, elle lut le récit froid de la femme qu'elle avait un jour appelée mère. Tout y était, chaque détail, le mensonge de l'hôpital, le bébé aveugle abandonné dans une poubelle, le pot de vin au médecin, le plan pour la manipuler afin qu'elle ne pense qu'à l'argent, la froideur avec laquelle elle avait façonné sa propre fille et, à la fin, le plan pour empoisonner Pedro en découvrant qu'il était le petit-fils qu'elle-même avait jeté. Pamela tomba à genoux par terre, le journal serré contre sa poitrine, pleurant comme une enfant. Agustin entra dans la chambre et courut vers elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle leva son visage baigné de larmes et dit d'une voix brisée, « Ma mère était un monstre. » Elle lui raconta tout, lut les pages, lui montra l'examen. À chaque phrase, Agustin devenait plus pâle jusqu'à murmurer sous le choc.
Alors Pedro, il est notre fils. Même si l'horreur emplissait leur cœur, une lumière s'allumait en eux. Cela expliquait tout, le lien, la connexion, le regard, le sentiment qui les envahissait depuis le premier jour. Sans perdre de temps, ils coururent jusqu'à Pedro, qui était assis dans le patio, jouant avec une nouvelle petite voiture. Pamela tomba à genoux et le serra fort dans ses bras, suivi par Agustin. « Pedro, mon fils, tu es notre fils. » dit-elle d'une voix tremblante. L'enfant ne comprit pas tout de suite, mais peu à peu les mots commencèrent à prendre sens. « Je suis votre fils ?» demanda-t-il, les yeux remplis de larmes. Agustin hocha la tête en pleurant. « Oui, mon fils, tu l'as toujours été. » Et bien qu'avec de la douleur dans l'âme, Pamela lui raconta tout ce que Doña Marta avait fait. Pedro se souvint alors du moment où il avait remis les verrines dans le réfrigérateur. « J'ai changé les verrines sans faire exprès. »« C'était sans faire exprès. »« C'était pour moi, » murmura-t-il en déglutissant. Pamela le serra fort dans ses bras. « L'important, c'est que tu sois en vie, mon fils, et maintenant personne ne te fera plus de mal. » Personne. Pamela refusa d'assister aux funérailles de sa mère. « Elle ne mérite pas ma présence. » Elle a creusé sa propre tombe, dit-elle avec fermeté. Doña Marta fut enterrée seule dans un cimetière quelconque, sans bougie, sans adieu, sans fleurs. Mais de l'autre côté de la ville, une nouvelle vie commençait. Pedro, maintenant, sous la garde de ses vrais parents, commença son traitement. La chirurgie fut programmée et quelques semaines plus tard, il entra au bloc opératoire. Au réveil, la lumière le gêna. Les yeux lui faisaient mal, mais un tissu doux couvrait son visage. Quelques jours plus tard, le médecin retira les bandages. Agustin et Pamela étaient à ses côtés. Pedro cligna des yeux et vit des formes, des silhouettes, des contours. Le monde était encore flou, mais pour la première fois, c'était le monde. Il regarda devant lui et devant lui se trouvaient les deux. « Je vois. C'est vous. Vous êtes magnifique. » dit-il, pleurant et riant en même temps. Agustin le serra dans ses bras, ému, « Mon enfant. » Pamela lui prit le visage entre ses mains et murmura, « Tu es le plus grand cadeau de notre vie. » Le temps passa. Pedro ne connut plus jamais la faim. Il ne dormit plus jamais par terre. Il retourna étudier, jouait, riait, était aimé. Pamela, voulant réparer les erreurs du passé, fonda une ONG pour aider les enfants des rues, offrant refuge, éducation et amour. Aux côtés des Agustins, elle eut d'autres enfants et tous grandirent dans un foyer rempli d'affection, de vérité et de dignité. Pedro devint le grand frère, un exemple, et même s'il ne voyait pas tout, il commença à voir le monde avec une clarté que seuls ceux qui ont vécu dans l'obscurité peuvent comprendre. Commente, Vision de l'amour, pour que je sache que tu es arrivé à la fin de cette vidéo et que je marque ton commentaire d'un beau cœur. Et si l'histoire du petit Pedro t'a ému, j'en ai une autre encore plus surprenante à partager avec toi. Clique simplement sur la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran et je te raconterai tout. Un grand câlin et à la prochaine histoire émouvante.